les questions qu'on s'est posées sur le cadre, enfin, sur ce webinaire sont les suivantes. D'abord, les modalités de fonctionnement d'un accompagnement à distance, est-ce qu'elles seront toujours pertinentes dans l'après-confinement? On va se situer, nous, dans le jour d'après et pas effectivement sur les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui. Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Est-ce qu'on peut accompagner quelqu'un sans jamais le rencontrer réellement? Ça, c'est une question, moi, qui m'intéresse. Quelles sont les conditions à mettre en œuvre pour faire en sorte que la séance à distance soit efficace et qu'elle puisse remplir son rôle, à savoir aider les personnes à agir sur leur situation personnelle et professionnelle, comme dans le cadre d'un accompagnement classique. L'idée de ce webinaire, bien sûr, c'est de participer à la réflexion collective en ces temps de confinement autour d'une relation de travail qui est un peu différente de ce que l'on a connu jusqu'à présent, c'est-à-dire déjà se déplacer soi-même jusqu'à son lieu de travail, amener la personne à se déplacer jusqu'à son lieu de réception. Parfois, elle peut passer, alors je ne sais pas où c'est que vous habitez, mais parfois elle peut passer plusieurs heures dans les transports en commun pour un temps d'entretien assez limité, recevoir dans un bureau en face à face, enfin tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Le confinement aujourd'hui nous oblige, sous la contrainte et sans avoir été préparé, à mettre en place d'autres façons d'aborder l'accompagnement. Et comme toute contrainte, en fait, le confinement, ça peut aussi nous permettre d'éveiller et d'ouvrir des opportunités pour envisager comment travailler différemment après. Je sais qu'il y a beaucoup d'endroits où on réfléchit au monde d'après. Écoutez, on va essayer d'y travailler d'un point de vue professionnel, bien évidemment, de se dire est-ce que c'est possible. Voilà. Donc, si on était dans les conditions dites normales, c'est un peu ça la question de base. Comment on peut procéder pour que la modalité à distance puisse être aussi efficace d'un point de vue pédagogique que la modalité en présence, d'accord? Et que, en fait, l'idée, c'est quelles seraient les opportunités cachées, celles qu'on n'envisage pas aujourd'hui, que cette modalité peut nous révéler. Alors, concernant les opportunités, il y en a qui sont assez classiques, qu'on voit déjà tout de suite. Les effets de l'absence de déplacement, ça va avoir sur l'environnement, par exemple. On va diminuer le taux de CO2. C'est aussi sur la fatigue, à la fois du professionnel, mais aussi de la personne accompagnée. Ça peut être aussi sur de la souplesse d'organisation et la possibilité d'avoir éventuellement des contacts plus fréquents. Il y en a certainement d'autres. C'est un peu sur ces autres-là que je pense qu'il est intéressant de creuser, en tout cas de réfléchir. C'est une occasion de toute façon de se projeter sur le monde d'après, je l'ai dit. Et donc, je vous propose qu'on regarde à partir d'une séance spécifique, c'est-à-dire la séance de diagnostic. MAPI, ça veut dire méthode d'accompagnement et de pilotage des parcours d'insertion. Cette méthode, c'est une méthode que j'ai écrite au fur et à mesure, voilà, avec le bouquin qui vient de sortir aux éditions Qui plus est, fait un peu la pub, en 2020, la nouvelle version. En fait, c'est une tentative de structurer le travail d'accompagnement social et professionnel à partir de ce qu'on appelle un projet de parcours d'une personne. Cette construction s'est fait progressivement. Moi, c'est un peu mon expérience personnelle aussi, mon histoire, parce que quand j'ai démarré l'accompagnement, j'ai demandé à savoir on faisait comment. Est-ce qu'il y a un manuel qui nous explique comment on fait? Et puis en fait, à mon époque, qui est une époque révolue, il n'y en avait pas. Mais aussi un travail avec des professionnels de l'insertion, de la formation, sur de la co-construction de méthodes. Et l'idée, c'est de poser un cadre pour savoir comment on fait du démarrage de l'accompagnement, c'est-à-dire de la phase d'accueil, jusqu'à la consolidation de la personne dans sa situation. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de décrire à peu près ce travail-là. Depuis, on a beaucoup travaillé aussi sur des apports théoriques, des concepts, pour faire quelque chose qui tient à peu près la route. Et ça a donné cette méthode. Alors, l'idée, c'est de capitaliser autour d'une méthode qui est déclinable, selon les contextes, mais qui ne s'impose pas. C'est-à-dire que ce n'est pas des procédures, ce n'est pas des impositions, c'est simplement des principes. Et c'est un peu des principes que je vais vous présenter maintenant. Donc, les bases de la méthode. Alors, pourquoi une méthode? Déjà, pour se repérer,
parce qu'on a besoin, dans les contextes dans lesquels nous sommes, d'avoir quand même des repères et de ne pas devenir des opportunistes invétérés ou en fonction des situations individuelles ou en fonction des situations collectives ou de l'environnement, en fait, je procède de manière différente. Donc, ça donne un cadre. C'est aussi une possibilité de collaborer entre pairs. Alors, entre pairs, c'est les collègues qui travaillent avec moi dans ma structure. On parle de la même chose, on a les mêmes repères, même si forcément on n'a pas forcément les mêmes visions sur une situation. Ça permet de collaborer beaucoup plus facilement, mais aussi entre pairs au niveau d'un territoire, par exemple, et de pouvoir, effectivement, ça facilite la collaboration parce qu'on a les mêmes repères méthodologiques. On sait comment fonctionne une personne en insertion ou en reconversion, on sait les éléments de changement, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant et tout ça fait que en fait, ça va sécuriser la personne accompagnée puisque notre méthode, si je l'ai bien intériorisée, je l'ai bien compris, je peux l'expliquer, la modéliser et donc automatiquement, ça va énormément sécuriser, ça va donc aider la personne à agir. Ça, c'est pourquoi enfin, moi, ce que je pense être l'intérêt d'avoir une méthode, encore une fois, qui est déclinable, qui s'adapte, mais qui me donne des repères fondamentaux, des repères sur lesquels je vais pouvoir me baser. Et donc, justement, on a 4 éléments de base au niveau de la méthode. Donc, j'en ai parlé, c'est le mode projet. Donc, l'idée, c'est que le parcours de la personne à l'instant T est un projet. Il peut se gérer comme un projet. Donc, on a pris les bases de management de projet et toutes les méthodes au projet appliquées au parcours. Là, bien évidemment, on est en position d'accompagnement, donc c'est un peu spécifique. C'est ça que la méthode propose. La deuxième base, c'est les théories comportementales, notamment les théories d'engagement. Les théories comportementales nous disent une chose hyper importante, moi, qui a changé ma vie d'accompagnateur, c'est qu'en fait, nous sommes dictés non pas en termes de changement, non pas par nos idées, mais par nos comportements. Et en fait, c'est les situations dans lesquelles nous allons nous trouver à un moment donné qui vont nous permettre d'adopter des comportements qui vont avoir une influence sur la façon dont on se perçoit, sur nos idées, qu'on va ensuite renforcer. Bon. L'idée, c'est que pour un praticien, c'est très intéressant parce que justement, au lieu d'être centré complètement sur la particularité de la personne, on va être centré sur les situations qu'on va lui proposer et donc rentrer dans une vraie démarche pédagogique. Et c'est ça qui est qui, de mon point de vue, révolutionne pas mal l'approche de l'accompagnement. Le troisième point, c'est l'approche systémique. Les situations dans lesquelles on est, nous professionnels, mais également les situations que les personnes vivent, dans lesquelles elles sont extrêmement complexes. Et l'approche systémique nous propose une lecture tout à fait intéressante pour appréhender à la fois nos systèmes et à la fois le système dans lesquels les personnes sont, pour mieux les décrypter et pour mieux les appréhender et apporter des éléments de résolution. Et puis, dernier point, et je m'arrêterai là, c'est les démarches éducatives. Le principe, c'est que la personne est spécialiste du fond. Nous, on est spécialiste de la forme, donc de la méthode. Et donc, automatiquement, c'est l'alliance des deux qui va permettre de bien travailler et d'obtenir les résultats. Voilà, je me base, je vous donne ce cadre-là pour qu'on puisse voir maintenant comment ça peut se traduire sur une séance spécifique qui est une séance de diagnostic systémique. Alors, le diagnostic systémique, c'est une activité en tant que telle qui doit permettre à la personne de construire, dans la méthode MAPIC, de construire progressivement son propre projet de parcours. Elle est spécialiste du fond, comme je disais tout à l'heure, à un instant. Donc, elle sait, elle a les éléments d'information. Alors, peut-être que tous les éléments d'information ne sont pas immédiatement disponibles au niveau de la personne, soit parce que la relation n'est pas encore assez bien construite, soit parce qu'elle n'y a pas pensé. Mais en tout cas, ces éléments d'information, elle les détient, elle est spécialiste du fond et c'est à elle de faire les choix. L'accompagnant, lui, propose une manière de faire que je vais vous présenter et aide la personne à construire progressivement par elle-même le diagnostic de sa situation. Ce n'est pas son diagnostic, on ne fait pas le diagnostic de la personne, mais on aide la personne à faire le diagnostic de sa situation. Alors, pourquoi systémique ?
on va retenir simplement deux éléments. Il est systémique d'abord en propre, le diagnostic, c'est-à-dire dans la mesure où une information qui va arriver à un moment donné peut remettre en question l'ensemble de l'équilibre du diagnostic. Et d'ailleurs, c'est très très bien, c'est un petit peu l'effet recherché pendant cette séance. Et donc, il va se construire au fur et à mesure avec des essais, des erreurs, des choix différents. Je pose ça, j'enlève, je remets. Et donc, dans ce cadre-là, on peut dire qu'il est vraiment systémique. Il est systémique également tout au long du parcours. C'est-à-dire que le diagnostic de démarrage, nous, on va plutôt travailler sur la séance de démarrage, hein, quand on reçoit la personne dans les premiers temps, mais en fait, on va le reproduire de manière systémique. Cette séance, on va la reproduire tout au long du parcours. Alors, soit à des moments particuliers, c'est-à-dire par exemple, on a fini une grosse action, ben alors quels sont les effets de l'action sur ma situation et qu'est-ce que ça donne en termes de diagnostic, comment ce diagnostic évolue. Mais également, ça peut être à tout moment quand on a un élément qui vient perturber notre système et ça peut perturber soit en bien d'ailleurs, soit en mal, hein, ça peut être positif ou négatif, le remettre en question, le faire évoluer et donc on pourra refaire cette séance qui permettra à la personne de se resituer par rapport à ce qu'elle voulait faire, qui peut changer, mais aussi par rapport à comment sa situation évolue. Donc, un diagnostic qui va se pratiquer en début d'accompagnement et en cours d'accompagnement. Donc, il n'est absolument pas figé. D'ailleurs, on pourrait presque dire que le diagnostic, une fois qu'il est fait, par l'action qu'il a produit, il est à remettre en cause et en perspective immédiatement. Donc, excusez-moi, je vais quand même mettre un petit peu du texte. Donc, l'objectif du diagnostic, c'est que la personne accompagnée à l'issue de la séance aura choisi et organisé les informations qu'elle détient en lien avec le résultat qu'elle souhaite obtenir, d'accord, pour en dégager un projet de parcours sur lequel l'accompagnement sera contractualisé. C'est bien sûr le projet de parcours qui va nous permettre de travailler ensemble. Ça va devenir notre base de travail. Alors, je vous propose la méthode MAPIS et on a posé des principes en 10 points pour construire un projet de parcours. Là, je vais vous en proposer 5 pour cet exposé parce que l'objectif, ce n'est pas de vous faire un cours sur la méthode et sur le diagnostic, mais d'aller bien sur la question de la distance. Mais ces 5 points me paraissent importants. Donc, c'est les 5 points sur lesquels on va travailler. Donc, le premier point, c'est bien sûr de définir l'objectif de parcours, notre hypothèse de travail. La personne peut avoir plusieurs possibilités, plusieurs hypothèses. La question, ça va être qu'elle choisisse l'hypothèse sur laquelle elle souhaite commencer à travailler le diagnostic. On pourra procéder de la même manière sur les autres hypothèses. Et elle pourra peut-être le faire en autonomie, on y reviendra. C'est sélectionner aussi les informations qui sont pertinentes par rapport à cet objectif, hein, ce que nous on appelle le périmètre, c'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait faire pizzaïole, par exemple, moi je suis du Sud, donc j'aime bien la pizza, qui voudrait faire pizzaïole, les expériences qu'il aurait en trader, en plombier, en fait, par rapport au projet, n'auraient pas vraiment de pertinence. Elles auraient la pertinence si on commence à rentrer dans l'activité et à se dire bon, quelles sont les compétences transférables. Mais là, on est déjà dans la mise en œuvre, on n'est plus dans le diagnostic. Par contre, effectivement, est-ce qu'il a fait déjà des pizzas? Est-ce qu'il a une expérience dans la restauration? Tout ça, est-ce qu'il est formé en tant que pizzaïole? Tout ça, c'est des éléments qui seront pertinents, des informations intéressantes qui seront alliées directement, qui sont dans le périmètre, ce qu'on appelle du projet. Pour ces informations, on va identifier leur nature. Chacune des informations va être travaillée en frein ou en moteur. Alors, il faut ne pas confondre avec les freins périphériques. Hein. Frein moteur, c'est de la mécanique. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui est frein, c'est des choses qu'il faut que je fasse, que je n'ai pas encore faites, et donc qui va m'éloigner de l'objectif, qui va me freiner dans l'atteinte de mon résultat. Et tout ce qui est moteur, c'est ce que j'ai déjà fait, et donc qui va me rapprocher de l'objectif, donc qui va accélérer l'atteinte de mon résultat et réduire la durée de mon parcours. Sur chaque frein, on va formaliser un objectif, ça va devenir nos étapes, et donc après, on va proposer à la personne de prioriser les étapes selon une logique
dans un premier temps sans contrainte, puis après, on va rajouter les contraintes de l'environnement et les contraintes personnelles pour pouvoir en bâtir un projet de parcours réaliste et réalisable. Alors, je vous ai mis un projet, une illustration, je ne sais pas si vous le voyez bien, d'un type de projet pour illustrer un petit peu mon propos. Donc, le projet, il a un objectif. Alors, dans notre cas, là, c'est un objectif de trouver un poste de magasinier. Donc, et d'ailleurs, il veut trouver un emploi stable. Il y a un périmètre, donc c'est tout ce qui est dans la logistique, mais il sera aussi le périmètre des difficultés peut-être que la personne pense avoir, ce qu'on appelle les freins périphériques, les difficultés périphériques, mais qui ne sont pas si périphériques que là systémiquement. On va avoir un délai et on va avoir une planification, c'est-à-dire une organisation des étapes liées aux informations que la personne a données. Et donc, on va mettre des objectifs sur chacune des étapes, valider ses compétences. Par exemple, la personne n'est pas sûre des compétences qu'elle a pour être magasinier, donc il faut aller valider les compétences. Elle n'a pas son permis, son CACES, donc il faut qu'elle obtienne le CACES. Puis ensuite, elle veut obtenir un emploi stable, donc elle estime qu'il faut qu'elle acquiert de l'expérience. Vous verrez que effectivement, l'objectif ici n'est pas bien fixé. On ne sait pas encore combien d'années ou combien de mois d'expérience il faut avoir pour avoir un emploi stable. Donc après, ça permet de réfléchir à la stratégie qu'on va mettre en place pour obtenir le meilleur type de résultat. On va utiliser pour cette séance deux outils spécifiques, ce qu'on appelle le guide de premier entretien et je vous mets tout, la fiche de synthèse. Alors, le guide de premier entretien, je vais essayer de le grossir. Je l'ai refait, puis du coup, je n'ai pas fait l'animation. Le guide de premier entretien, donc, que vous ne voyez certainement pas du tout bien à l'écran, en fait, c'est un outil qui est destiné à la personne. C'est un guide préparatoire. Donc, on va le remettre à la personne pour qu'elle puisse préparer sa séance de diagnostic. C'est un certain nombre. Alors, j'ai mis que la première page. Le guide, il fait à peu près 5-6 pages, si je me souviens bien. C'est un recueil des questionnements, des informations qui seront intéressantes, qui pourraient être intéressantes à réunir dans le cadre de la séance de diagnostic. Donc, en fait, on va poser des questions assez simples. Donc là, la première question qu'on va poser, c'est évidemment, alors c'est un diagnostic professionnel. Donc, quel est votre objectif professionnel? Est-ce que vous en avez un ou plusieurs, les fameuses hypothèses? Pour chacune des hypothèses, est-ce que vous avez de l'expérience? Quel est le type d'expérience? Quelle sont la durée? Quelles sont les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé? Pour chaque type d'hypothèse, quelles sont les formations, etc., etc. Puis après, il y a les problématiques. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez le permis? Quelles sont vos sphères de mobilité, etc., etc. L'idée là de base de cet outil, c'est de permettre à la personne de se préparer, c'est-à-dire de réunir ces informations pour qu'elle puisse ensuite réaliser correctement la séance. Donc, on essaye toujours de la préparer. Et ensuite, alors là, par contre, je peux grossir, mon animation fonctionne. On va utiliser un élément très, très simple, ce qu'on appelle la fiche de diagnostic. Alors, il y a plusieurs versions. Moi, je vous ai proposé celle-là, qui consiste à aider la personne à écrire ou à le faire à soi-même, mais le mieux, c'est que la personne écrive à chaque fois qu'elle prend une décision sur l'objectif, par exemple. L'idée, c'est que la personne écrive sur la fiche les éléments. Donc, l'objectif, donc la problématique que je n'en ai pas parlé, c'est un des points. Les éléments de diagnostic, donc les informations. Donc, elle note ces informations et ensuite, elle coche, si c'est un frein moteur, elle coche son objectif et sa priorité. Et donc, du coup, le parcours va se construire comme ça progressivement de manière systémique. Je vais vous en montrer un exemple tout à l'heure. Les modalités de fonctionnement de la relation pendant cette séance, c'est un petit mantra, moi j'aime bien. C'est l'accompagnant, d'abord, il cadre alors, la séance, mais il cadre chaque mini-activité, puisque en fait, la première activité, c'est de travailler sur l'objectif. La deuxième activité, c'est de travailler sur les informations, etc., etc. Donc, à chaque fois, il va cadrer l'activité, donc il va proposer l'objectif en y en dessus, la façon de travailler, il va donner du sens, etc. La personne, ensuite, va décider, par exemple, de l'objectif qu'elle veut mettre en place. Elle va écrire sur la fiche
Et l'accompagnant va pouvoir là réajuster ce qu'elle a marqué, soit par le questionnement, soit méthodologiquement. Je prends un exemple simple, la personne a mis un moyen et pas un objectif. Bon, ça va dépendre aussi quel moment on est de la relation. Hein. Peut-être pédagogiquement, il vaut mieux enclencher puis réajuster un peu plus tard. Mais bon, ça, c'est un dosage pédagogique. Mais il va pouvoir réajuster pédagogiquement et notamment questionner aussi sur telle information a été mise là, elle est un peu en contradiction avec l'objectif, je ne comprends pas très, très bien, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Réajuster, et puis la personne, ça va l'aider à redécider et à réagir, en tout cas, à réécrire quelque chose peut-être de différent ou se conforter dans la décision qu'elle avait prise. Voyez, et donc là aussi, on est dans une modalité un peu systémique où la relation se met en place. Moi, ce que j'aime bien dans ce travail-là, c'est qu'effectivement, on est bien sur la posture d'accompagnant. Je suis spécialiste du fond, je vous aide, mais je n'interviens pas dans les décisions que vous devez prendre. Je n'ai pas à intervenir là-dessus, c'est votre question. Alors, voilà, donc on procède point par point de manière systémique, je l'ai dit. Donc, voilà une fiche de synthèse ou une proposition de fiche de synthèse qui a été finalisée. À l'instant, alors on est plutôt en phase d'accueil, hein, en démarrage. Donc, on est sur un jeune. Hein, donc, son objectif, c'est devenir cuisinier sur les bateaux. Donc, pour les puristes, devenir cuisinier n'est pas un objectif, c'est un moyen. C'est un but, on va dire plutôt. Et donc, du coup, on voit que pour l'instant, son projet, il n'est pas bien ficelé, hein, il n'est pas bien précisé. Mais bon, ce n'est pas grave, on est en début d'accompagnement, donc on va laisser cet élément-là. L'accompagnant a décidé de ne pas forcément réajuster méthodologiquement très précisément. La problématique qu'a ce jeune, c'est qu'en fait, il ne sait pas comment réaliser son projet. Et en tout cas, il cherche le meilleur moyen pour le réaliser dans les meilleures conditions. Et vous voyez qu'on a mis il a mis les éléments de diagnostic. Donc, les éléments de choix qu'il a fait, qui est important pour lui, c'est cet élément de devenir cuisinier sur les bateaux. Par contre, il n'a pas d'expérience. Il ne veut pas retourner à l'école. Il souhaite voyager, et c'est un peu son élément. C'est pour ça qu'il aimerait bien aller sur les bateaux. Hein, il est du Sud, hein, et donc il est proche de la mer, et il ne connaît pas du tout le métier de cuisinier. Voilà. Donc, il a posé ces éléments-là. Il aurait pu en poser d'autres. Et ensuite, il a fait son analyse frein-moteur. Donc, devenir cuisinier sur les bateaux, pour lui, c'est moteur. C'est-à-dire qu'en fait, il amène quelque chose. Hein. Il aurait pu très bien dire je ne sais pas quoi faire. Et dans ces cas-là, il aurait fallu faire un travail supplémentaire pour élaborer ces pistes de professionnels. Là, on est sur un objet, sur une hypothèse, donc c'est plutôt intéressant. Et donc, c'est vrai que ça va pas être, on va pas mettre d'activité supplémentaire, donc c'est moteur. Il n'a pas d'expérience professionnelle, pour lui, c'est un frein. Effectivement, il va falloir en acquérir une. Il ne veut pas retourner à l'école, c'est un frein, parce que ça va complexifier, bien évidemment, la question du projet. Il souhaite voyager, pour lui, c'est moteur, et il ne connaît pas le métier de cuisinier, et donc c'est un frein. Donc, sur chaque frein, on a mis des objectifs. Pas d'expérience, vous voyez, acquérir de l'expérience. Encore une fois, on ne sait pas très bien le niveau d'expérience qu'il faut avoir pour pouvoir prétendre à obtenir le résultat, mais ça, c'est des éléments d'information qu'il faudra aller chercher. Il ne veut pas retourner à l'école, donc l'idée, c'est de dire, en fait, essayons de trouver un moyen qui nous permette de nous former sans aller à l'école, en ayant une autre façon. Lui ne le sait pas. Peut-être que le conseiller ou l'accompagnateur a des pistes de solutions, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. L'objet, c'est de poser le cadre. Donc, on va aller chercher des moyens, d'autres possibilités. Et puis, il ne connaît pas le métier de cuisinier, donc c'est validé si déjà le métier de cuisinier m'intéresse et me convient et si je veux aller dans ce projet-là. Donc, on a priorisé. D'abord, je valide le métier. Puis 2, je trouve comment me former sans aller à l'école. Et puis 3, je pourrais acquérir de l'expérience. Et donc, vous voyez, on a un projet qui a été posé de parcours assez simple, assez classique, qui est élaboration de projet, validation de projet, recherche d'emploi. La seule différence, je dirais, on aurait pu le faire en 2 minutes, hein, parce que c'est une évidence pour l'accompagnateur, mais la personne a pu cheminer et se poser les bonnes questions, et donc met du sens sur les étapes de son parcours. Et c'est en ça que le diagnostic, d'un point de vue pédagogique, éducatif, est intéressant.
cette méthode s'applique-t-elle aux personnes qui ne maîtrisent pas très bien le français? Alors, oui, oui, bien sûr. Le truc, c'est que effectivement, vous voyez que le système est assez simple à utiliser et on l'a fait simple parce qu'on veut que ce soit les personnes qui soient actrices. Je voudrais concourir à la réponse justement sur le questionnement des personnes qui ne vas-y. maîtrisent pas le français. Pour moi, utiliser MAPI maintenant depuis plusieurs années, je dirais que c'est quelque chose qui peut s'utiliser aussi bien avec des personnes qui ne maîtrisent pas ou qui seraient de niveau FLE ou des personnes en situation d'illettrisme. La seule chose, effectivement, c'est que sur l'outil spécifique guide de premier entretien, on va plutôt accompagner, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner le document en disant vous me le ramenez au prochain rendez-vous complété, parce qu'il est fort à parier qu'il sera complété par un tiers et non pas par la personne accompagnée, donc ça n'a pas franchement l'intérêt qu'on recherche. Donc on va plutôt changer cette modalité-là en fait. On va accompagner la complétude du document et c'est vrai que ce sera plutôt le professionnel qui va poser les questions et on va trucher en fait, on va trouver un autre moyen pour quand même récolter les éléments de réponse. Mais pour l'avoir utilisé aussi bien avec des gens qui ne maîtrisaient pas le français ou des personnes en situation d'illettrisme, c'est tout à fait possible. Merci. Oui, tout à fait. J'allais dire, c'est la modalité pédagogique qui va changer, pas les fondamentaux du travail, c'est-à-dire à la participation de la personne, la décision de la personne, etc. Après mais on le verra en modalité à distanciel, on va se retrouver exactement avec les mêmes éléments, c'est-à-dire après, en fait, en fonction de ce que la personne peut ou souhaite faire, on peut prendre la main un peu plus, c'est-à-dire écrire nous-mêmes. Elle peut utiliser une ressource interne, un ami, la famille, peu importe. L'idée, c'est que de toute façon, c'est elle qui fasse les choix. Voilà, c'est ça le prioritaire. Comment faire avec des personnes qui vont être dans une très très grande difficulté de mise en mots? Et on le voit bien quand on est parfois dans l'accompagnement comme ça et dans l'entretien, où les premières fois, on est dans le « je sais pas » ou dans le parce que la personne va avoir du mal déjà à les mobiliser. Il y a des choses à aller chercher chez elle, c'est une évidence, enfin, moi je le pense. Mais comment la personne va pouvoir, elle, d'emblée, arriver à les mobiliser avec cette petite part de travail tout seul? Je ne sais pas si c'est clair, parce que j'ai l'impression que je m'égare là. Mais... Oui, non, c'est très, très clair. Il n'y a aucun souci. J'ai tout à fait bien identifié la question parce que, en fait, on a souvent la question, bien évidemment. Et je tiens à préciser que la méthode MAPI, il y a le I d'insertion à la fin. Oui. Donc, ce travail-là, il est fait en priorité parce que pour des publics, justement, qui sont en précarité, en difficulté d'insertion, qui, depuis longtemps, cherchent sans trouver ou ont une estime de soi assez dégradée. Donc la question, bien évidemment, la question est plutôt pédagogique. Alors, comme je disais, il y a des fondamentaux, il y a des bases de travail. Un individu, ça reste un individu, qu'il soit en précarité ou qu'il soit en pleine possession de ses moyens, ça reste un individu, donc il fonctionne toujours de la même manière. La seule chose, bien évidemment, pédagogiquement, c'est que, effectivement, il y a des moments, il y a des périodes où ça va déclencher ou pas. Donc, quelqu'un qui est en précarité, par définition, c'est quelqu'un qui a du mal à se projeter, il vit l'instant présent, et il est complètement insécurisé. Et donc, la sécurisation, on en parlera aussi, c'est aussi de proposer des éléments de méthode, dans un premier temps, qui vont lui permettre de commencer un travail. Ça ne veut pas dire que ce travail va produire un résultat extraordinaire, mais qu'il y a une approche progressive. Alors, un travail à double niveau, bien évidemment faire le diagnostic et proposer à la personne de rentrer dans cette logique-là, c'est un premier travail. Pour des gens qui sont extrêmement en précarité, on sait que déjà, de toute façon, il faut les sécuriser au niveau de leurs besoins primaires, au niveau du cadre qu'on va proposer. Donc, les deux sont liés. Mais je dirais, et puis le troisième niveau, c'est l'approche pédagogique. C'est-à-dire que, par exemple, on a souvent la question, c'est comment on fait avec des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Avec des gens qui savent ni lire ni écrire, d'abord, elles ont des ressources et c'est intéressant de voir comment elles arrivent à les utiliser.
La ressource, ça peut être une ressource externe. Moi, j'ai aucun problème si ça a été écrit par quelqu'un d'autre, par quelqu'un de sa famille. L'essentiel, c'est qu'elle a pu trouver les ressources pour le faire. Et donc, automatiquement, en fait, on adapte sa pédagogie. Et on le verra tout à l'heure, par rapport à la précarisation, par rapport aux résultats, ne jamais mettre de pression sur le résultat immédiat. La séance, le résultat qu'on obtient, ça nous donne beaucoup d'indications, en fait, en gros. Et si la personne n'y arrive pas, ou en tout cas, si elle a du mal à se projeter, ben, en fait, ce n'est pas le moment. Donc, la séance, on l'arrête, on fait autre chose, on passe sur autre chose, c'est-à-dire notamment, on essaie de la sécuriser sur ses besoins fondamentaux. Et puis, ça n'empêche pas de recommencer la séance plus tard. Il y a un transfert de méthode qui se met en place, mais le cadre est le cadre, c'est ce que je disais sur la méthode tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai une méthode, le fait que je recommence et qu'on le refasse et que petit à petit on y arrive de mieux en mieux, ça permet aussi d'avoir un effet très intéressant de sécurisation et de remonter le sentiment d'efficacité personnelle. Donc la personne, elle peut aussi, ça va procéder à sa dynamisation et à son insertion. Donc voilà, je dirais, on peut jouer sur ces 3 éléments. Pas d'obligation de résultat dans cette affaire, mais le résultat qu'on va obtenir va nous donner des éléments pour réajuster notre pratique professionnelle, pour réajuster le rythme, ce qu'on va lui demander, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu bien fortement à la question. Oui, non, ça me paraît clair. Et puis, ce qui est intéressant, du coup, c'est que ça situe la question diagnostique d'une manière différente des approches un petit peu habituelles où on pose le diagnostic au début et après on déroule le parcours. Et là, effectivement, et vous l'aviez dit au départ, cette démarche diagnostique, elle peut intervenir à n'importe quel moment de l'accompagnement et du parcours. Et ça peut permettre, comme vous le disiez, effectivement, de mesurer l'évolution, la mesure des écarts, enfin des notions un peu comme ça. Merci. Oui, il y a une question de Lydie qui te demande si c'est une démarche appropriée et identique au bilan de compétences. Alors, approprié, je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, identique, non, ce n'est pas une démarche identique au bilan de compétences. Le bilan de compétences se situerait en aval dans la mesure où si la personne met en œuvre son parcours, une des premières étapes possibles, et ce n'est pas évident, hein. Là, dans ce cas-là, je ne suis pas sûr que ce soit un bon outil, une bonne activité à faire, mais ça peut. Le bilan de compétences serait en aval, c'est-à-dire pendant la mise en œuvre du parcours. Une fois que la personne a contractualisé, elle a dit c'est ça que je veux faire, après on va aller chercher les actions qui vont pouvoir permettre d'atteindre les objectifs d'étape. Donc en fait, si vous voulez, vous avez plusieurs niveaux. Là, je suis en séance de diagnostic de démarrage, je pose le cadre général du parcours. À partir du moment où j'ai posé le cadre général du parcours, à partir d'étapes avec des objectifs, je vais aller voir quelles sont les actions les mieux positionnées, les mieux situées. Alors, il peut y avoir plusieurs critères. Ça peut être la personne, le choix de la personne. Ça peut être aussi la disponibilité des actions, mais aussi surtout les objectifs des actions. Est-ce qu'elles concourent aux résultats attendus? Et donc, le bilan de compétences, pour moi, serait plutôt à l'intérieur de l'étape pendant la phase de mise en œuvre. Par contre, il est évident, si je peux continuer sur cette affaire, que le résultat du bilan de compétences va permettre de remettre en place, en perspective, de manière systémique, le diagnostic pour pouvoir voir quel est l'impact des résultats du bilan de compétences sur la poursuite du parcours et sa révision. Sur le diagnostic à distance, on va regarder comment on peut aborder maintenant cette séance à distance. Vous avez vu que c'est une séance quand même qui est très pédago, qui est assez fondamentaux. Donc, on va regarder un petit peu comment on peut faire pour maintenir cet intérêt pédagogique, ce travail-là, alors qu'on est à distance. Moi, c'est ça qui me plaît bien dans l'exercice. Alors, d'abord, je voudrais faire quelques réflexions préalables par rapport au contexte. La première réflexion, c'est que c'est Manuela Paul qui nous le rappelle sans cesse et que j'ai bien en tête, c'est que accompagner, c'est créer du lien social. Donc, effectivement, dans ce sens-là, on sent que la distance, le confinement actuel, mais même la distance demain, dans l'après-confinement,
ça ne remplacera pas la proximité physique dans la création et le maintien de ce lien. Là, je pense que quelque part, voilà, on n'est pas dans la création du lien. La création du lien n'est pas non plus une fin en soi, c'est un équilibre, c'est peut-être un travail préparatoire pour des personnes qui d'ailleurs sont souvent ce sentiment d'efficacité personnelle un peu bas et ont tendance à l'isolement. Il y a aussi le résultat. Donc la distance, dans ce cas-là, reste quand même une modalité pédagogique intéressante, probablement associée à d'autres modalités. Elle va avoir ses avantages, elle va avoir ses limites, probablement. Hein. Mais néanmoins, je pense que c'est une modalité qu'on ne pourra pas faire le fantasme de je fais tout à distance, à moins qu'on ait peut-être des personnes qui socialement n'ont pas de difficultés, sont bien intégrées dans leur milieu social, et donc pourquoi pas alors du coup faire un accompagnement totalement à distance. Mais c'est à bien repérer au démarrage, de voir un petit peu s'il y a besoin de recréer du lien social, il y a besoin de réinsérer la personne, parce que la réinsertion, c'est quand même la faire revenir dans le cadre de la société, ou est-ce que en fait, c'est juste un travail productif dans lequel on va, nous, avoir une relation, mais la relation, elle a un objectif bien précis et la personne, elle a un environnement tout à fait favorable. Bon, à voir au démarrage, de toute façon, et peut-être même au fur et à mesure, parce que les situations peuvent se dégrader assez rapidement, notamment quand on a perdu son emploi. Donc, la distance, c'est quand même une situation particulière. Et comme tout, alors moi je suis comportementaliste, hein, je vous l'ai dit, on travaille sur les stratégies comportementalistes et on sait que la situation va générer les comportements. Donc cette situation particulière, elle va générer chez nous, chez le praticien, mais aussi chez la personne, peut-être des comportements spécifiques qu'il sera intéressant d'observer et qu'il sera très intéressant d'observer pour pouvoir mieux se réajuster. Des risques de décrochage, par exemple, ça, je pense que tout le monde l'a observé. Des gens qui, en fait, ont des problématiques de connexion, donc vont décrocher. Alors, le décrochage, ce n'est pas forcément qu'ils vont parvenir à la séance suivante, mais le décrochage, c'est aussi peut-être pendant la séance. Hein, là, je ne peux pas voir si vous décrochez ou pas, mais c'est vrai que du coup, les feedbacks, et on essaye d'en faire, hein, sont plus difficiles à cerner, à entreprendre. En tout cas, il faut avoir ce souci du feedback. Il faut peut-être aussi avoir ce souci de modalités de travail qui vont sans cesse, vous me direz, ce serait bien aussi en présentiel, mais qui vont sans cesse solliciter la personne. Si on fait comme je suis en train de faire là, un travail descendant, bien évidemment, à un moment donné, ça va décrocher. Il y a le téléphone, les SMS, les gamins qui passent, etc., etc. Donc, effectivement, on doit travailler peut-être de manière différente nos modalités pédagogiques quand on est à distance. Et puis, pour que ça marche, le dernier élément, c'est que de toute façon, quelle que soit la situation dans laquelle on est, il faut respecter les fondamentaux de l'accompagnement. Si on veut que ça marche, il n'y a pas… ça, c'est vraiment, là, je pose comme un précepte, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel moi, j'insiste beaucoup. Et puis, nos expériences ont montré que c'était vraiment un élément fondamental. Peu importe la situation dans laquelle on est, restons sur les fondamentaux et regardons comment on peut s'adapter par rapport aux fondamentaux de l'accompagnement. Les fondamentaux de l'accompagnement, je vais vous les présenter, mais c'est ce qui va permettre l'atteinte des résultats. Donc, automatiquement, il faut les conserver et donc voir comment la distance, malgré la distance ou grâce à la distance, on peut quand même respecter ces fondamentaux et adapter notre approche pédagogique, nos façons de faire pour que, avec l'outil à distanciel, on va voir ça, et avec nos capacités d'adaptation, on respecte les fondamentaux. Alors, quels sont les fondamentaux ? Alors, c'est bon, je suis allé trop vite, excuse. Hop, je reviens. Donc, les fondamentaux. Voilà. Alors, le premier, c'est le cadre. Le cadre, poser le cadre, s'insérer dans un cadre. Le cadre, c'est la sécurité. Le cadre, donc c'est la sécurité. La sécurité, c'est la capacité d'agir.
Si on veut qu'une personne puisse agir, il faut qu'elle soit sécurisée. Donc, nous, notre travail, de mon point de vue, c'est d'aider la personne à agir. Et donc, le premier élément, c'est poser un cadre. Poser un cadre, et on va le voir, on l'a vu d'ailleurs dans la séance de diagnostic, c'est amener la personne à se poser son propre cadre. Dans le cadre. Allez, je suis à fond. Donc, le cadre, on va le retrouver à plusieurs niveaux. On va le retrouver au niveau du cadrage de la séance, par exemple. On va le retrouver, comme on a dit tout à l'heure, au niveau du cadrage, l'explication du concept. Par exemple, je vous demande de poser l'objectif. Je vais vous expliquer ce qu'est un objectif, à quoi ça sert, comment on le fait, etc., etc. Donc, ça, c'est poser du cadre. Mais ça va être aussi, une fois qu'elle a posé son projet, c'est le cadre d'intervention. Mais également, ce cadre d'intervention, il va se situer dans un cadre institutionnel, dans un cadre de délai, etc., etc. Et donc, tout ça, il faut bien l'intégrer. Donc, accompagner quelqu'un, c'est vraiment lui proposer un cadre hyper structurant pour le mettre en sécurité. Et une fois que la personne est en sécurité, elle peut agir. Et donc, quand elle va agir, elle peut réussir. Et quand elle réussit, elle a envie de continuer, etc. La deuxième chose, c'est la préparation. Donc, je n'ai pas fait un cours, je ne peux pas vous faire un cours sur les théories d'engagement, mais la préparation, c'est un vrai outil pédagogique, c'est-à-dire aider une personne à se préparer, lui demander des activités préparatoires, comme par exemple notre document de préparation de l'entretien suivant, du diagnostic. En fait, ça va lui permettre d'être actrice. Ça va lui permettre de s'engager dans la démarche. Elle va comprendre la démarche et on va voir à distance tout l'intérêt de cette préparation, même si, je le redis, aujourd'hui, vu les contextes, je ne sais pas si ça a été le cas, mais on n'a pas eu le temps de se préparer, on n'a pas eu le temps de préparer les personnes, donc automatiquement, en fait, on fait des choses. On a bien vu tous les problèmes techniques qu'on peut avoir, les balbutiements, ce qui est normal, ce n'est pas grave, mais CQFD, le confinement non préparé fait que quelque part, on ne peut pas utiliser cette préparation à bon escient. Et donc, du coup, on peut avoir des effets, des comportements de décrochage, d'impatience ou d'énervement, même pour nous, qui sont liés en fait, aux situations dans lesquelles on se trouve actuellement. Le monde de demain, c'est peut-être une situation un petit peu différente. Et donc, justement, la question, c'est est-ce qu'on peut utiliser la distance dans de bonnes conditions pour obtenir les résultats. Les deux autres éléments, c'est la décision libre et la contractualisation. Il faut conserver absolument ces éléments-là, c'est-à-dire accompagner, c'est aider la personne à prendre des décisions. Cette décision, plus elle va être libre, plus la personne va s'engager dans ses décisions. Elle peut être bonne, la décision, ou mauvaise, ce n'est pas la question. La question, c'est à quoi elle sert. Elle sert parce que quand on fait un chemin de vie, on prend tout le temps sans arrêt des décisions. Ces décisions-là, elles entraînent des situations et ces situations, après, il faut les vivre. Donc, on est toujours dans cette question-là de posture pour nous et de technique. C'est comment j'amène une personne à prendre une décision libre, le plus librement possible pour que derrière, elle puisse développer ses comportements de résilience par rapport à la situation qu'elle va vivre, qui ne sera jamais la même que la situation qu'elle a envisagée. Donc, automatiquement, l'aider à se préparer, l'aider à prendre la décision, ensuite, derrière, l'aider à contractualiser, c'est-à-dire à dire sur quoi on part. Vous avez bien pris cette décision, c'est là-dessus qu'on part. Ce sont des fondamentaux d'accompagnement qui vont permettre de s'inscrire dans un effet durable, dans une durabilité de la nouvelle situation. Autre type de fondamentaux, l'activation et le transfert de méthode, mais j'en ai parlé déjà beaucoup, c'est faire à la personne des activités qui va lui permettre d'intégrer les éléments d'apprentissage, de s'approprier sa nouvelle situation, qui va lui permettre de prendre des décisions. Et donc, on est vraiment dans ces fondamentaux. Moi, je suis spécialiste de la forme et je n'ai pas à te dire ce qu'il faut que tu fasses, ni à faire à ta place. Et tout ça, c'est des éléments de posture, mais aussi de technique et de méthode. Donc, tout est lié. Alors, une fois que ça va sur cet aspect-là? Ouais. Une fois que j'ai dit ça,
merci pour ce retour. Je vais détailler un petit peu le cadre, c'est-à-dire que comment on pose un cadre. En fait, déjà, on va formaliser l'objectif de la séance. Il faut qu'il soit très, très clair, d'autant plus à distance, et qu'il soit compris par la personne. Donc, un objectif SMART, je ne sais pas si vous connaissez, bon, il y a des petites techniques qui permettent de travailler là-dessus. C'est très important, c'est-à-dire, on dit voilà le résultat qu'on va atteindre à la fin de la séance. En tout cas, attention, la séance, ce n'est pas forcément la séance à distance, mais ça peut être une série de séances, c'est-à-dire la séance à distance plus le travail en autonomie, ou ça peut être plusieurs séquences à l'intérieur d'une séance. Bon, à vous d'organiser votre travail, mais déjà formaliser l'objectif. S'appuyer sur une méthode et l'expliquer, j'en ai déjà parlé. Comment on va faire, pourquoi je vous demande ça, à quoi ça va servir, comment on va procéder, etc. Donner et respecter la durée de la séance, c'est-à-dire donner un cadre de durée. En séance à distance, franchement, faire plus d'1 heure. En présentiel, ce serait pareil d'ailleurs. Moi, je pense que ce n'est pas très efficace. On dit 20 minutes, c'est le temps de concentration d'une personne, en règle générale. Donc, elle est capable de se concentrer 20 minutes. Après, elle est obligée de décrocher, etc. Donc, pour que ce soit très efficace, la question de la distance, c'est plutôt 1 heure, maximum, plutôt 3/4 d'heure de mon point de vue. Mais je vais revenir dessus sur le cadrage. C'est permettre aussi à la personne de gérer son espace, je vais revenir, c'est-à-dire que là, on va être à distance, donc il faut qu'elle soit en capacité de se préparer sur la gestion de son espace, son cadre, de son environnement. Est-ce qu'elle est dans un lieu isolé? Est-ce qu'elle a bien préparé que personne ne vienne l'embêter, etc., etc. Et puis, bien sûr, édicter les conditions de fonctionnement ensemble, c'est-à-dire comment je vais travailler, qu'est-ce que je vais vous proposer, et éventuellement, là, on peut avoir une négociation sur la manière de travailler. Ça, c'est le cadre. Bon, c'est assez classique, hein, vous allez me dire. Pourquoi? En fait, l'idée, c'est que si ce cadre-là, on peut le poser quand on est en séance présentielle, et souvent quand on le pose directement pendant la séance, là, en distanciel, de mon point de vue, il faut le faire au préalable. C'est-à-dire, il faut que la personne puisse se préparer elle-même, puisqu'elle n'est pas avec nous, puisque je ne maîtrise pas l'espace, que je ne maîtrise pas le temps, etc. Là, à distance, il faudra le faire avant la séance. Donc, l'idée, c'est par écrit éventuellement. On peut avoir une première conversation téléphonique, pourquoi pas, mais il faut que la personne puisse se préparer, et donc pour qu'on puisse la préparer, ce travail de cadrage, il doit être fait en amont. Ce sera éventuellement un mail qu'on va lui envoyer, hein, en lui disant on vous rappelle qu'il y a la séance à telle date, voilà pourquoi, voilà l'objectif, voilà ce qu'on a déjà dit, etc. Ça peut paraître un gros travail, on y reviendra dessus, mais l'idée c'est aussi de dire par exemple, il va y avoir une habitude qui va se mettre en place si on enchaîne ou si on fait plusieurs séances à distance, et donc automatiquement, plus ça va aller, moins ce travail sera important. Néanmoins, il faudra, de mon point de vue, toujours faire un travail préparatoire pour que la personne puisse se préparer correctement. La deuxième préparation, alors au niveau de la préparation, excusez-moi, on a 2 volets. On a une préparation technique, une préparation pédagogique. Alors j'insiste beaucoup sur la préparation parce que en fait, il faut bien voir que c'est pas faut pas la prendre comme une contrainte, parce que quand je vous raconte il va falloir faire ci, il va falloir faire ça, peut-être que vous envisagez cela comme une contrainte, c'est-à-dire du travail supplémentaire à faire qui ne serait pas à faire si j'étais en présentiel. Néanmoins, je crois que c'est un vrai outil pédagogique et c'est très intéressant de l'utiliser comme un outil pédagogique d'engagement. Donc, les activités préparatoires, hein, ça va permettre à la personne déjà de rentrer dans l'objet de la séance, de se l'approprier, de développer ses propres ressources éventuellement, parce que peut-être elle va faire appel à l'extérieur, et donc automatiquement, c'est elle qui va faire appel à l'extérieur. Et moi, je crois beaucoup qu'on développe sa capacité d'agir seul, mais aussi avec d'autres. Et ce qui paraît peut-être un peu paradoxal, c'est qu'elle va mettre un prix sur la séance. C'est-à-dire que si ça lui coûte la séance, si la séance lui coûte, c'est-à-dire qu'elle lui passe du temps à se préparer, le retour qu'elle va en avoir, il va avoir d'autant plus de valeur. Et donc, ça va développer son sentiment d'efficacité personnelle, sa capacité d'action. Et donc, on va se retrouver de manière systémique dans une boucle de réussite.
je me suis préparé, ça m'a coûté, ça a été dur, je ne suis pas familiarisé avec la vidéo, je ne savais pas si j'allais y arriver, etc. Ça s'est bien passé, j'ai réussi à le faire. Hop, derrière, je peux l'utiliser, alors ce que nous on va appeler comme outil de naturalisation, c'est-à-dire permettre à la personne de mettre de la valeur sur les activités qu'elle fait, et donc ça peut lui donner envie, notamment pour les gens qui sont les plus en difficulté, de continuer les activités. Vous comprenez? Donc la préparation, c'est avant tout, de mon point de vue, et si on est sur les stratégies comportementales, un outil pédagogique. Il ne faut pas que ce soit trop lourd, mais en même temps, si on met du coup, on met de la valeur. Donc voilà, à trouver le bon équilibre. Alors, une fois que j'ai fait tout ce préalable, la question, on va avoir une préparation technique. Donc déjà, est-ce que la personne a un ordinateur, un téléphone, valider que ça marche, ce qui est pas mal. Une connexion Internet ou 4G, vérifier que ça marche, est-ce qu'elle a bien ça, sur quel type d'application on va fonctionner. Bon, il y en a plein des applications, hein. Là, nous, on est sur Zoom, il y a Skype, il y a WhatsApp aussi. Moi, j'en sais rien, moi, que je ne les connais pas toutes, j'en suis sûr, on les découvre tous les jours. Je disais des conditions environnementales, c'est-à-dire est-ce qu'elle peut se mettre dans un endroit un peu isolé, est-ce qu'elle peut dire la séance va durer 1 heure, donc pendant 1 heure, personne ne vient à la séance, éventuellement. Alors, j'espère que dans l'après-confinement, nous n'aurons plus les problèmes de connexion que nous avons maintenant en confinement, où tout le monde est connecté. Notamment, on voit bien que l'après-midi, quand les gamins sont sur les jeux vidéo, ça ralentit énormément le débit. Peut-être qu'on n'aura plus ce problème-là, mais néanmoins, avoir une date, un horaire qui permettent de se dire on évite les gros flux de connexion, par exemple, et effectivement une aide extérieure. Donc tout ça, c'est de la préparation technique. Alors on peut très bien faire une liste de tout ce qu'il y a à faire, et c'est à effectuer au préalable, notamment si on envisage une modalité à distance un peu plus fréquente. En fait, on sait qu'il y aura tout un travail préparatoire à faire au niveau technique, au niveau pédagogique aussi, hein, mais que ce sera peut-être pour une seule fois, et en tout cas, c'est un apprentissage. Donc, des tests techniques à faire. Moi, je recommande pour la première fois, on se connecte une fois, on essaye, et puis avant la séance, et puis quand on a vu que ça marchait, on peut faire la séance, et puis éventuellement, j'envisagerais une animation collective. Je trouve que c'est super intéressant, ce que j'ai appelé animation collective préparatoire décontextualisée. Ça, c'est pour le monde d'après, c'est-à-dire systématiquement, si vous rentrez dans mon dispositif, si je suis sur un dispositif, comme on va faire de la distance et de la présence, comme on va faire de la distance, il y a une animation collective. Préparez-vous à l'animation, préparez-vous à la modalité à distance. Ce qui, entre parenthèses, est un bon levier de réduction de ce qu'on appelle la fracture numérique, parce que peut-être les gens derrière vont avoir besoin d'utiliser les outils numériques dans leur travail au quotidien, hein. Et donc, ça fait un élément d'apprentissage. Là, je parle plutôt pour les gens, effectivement, comme vous avez dit, qui ont des difficultés à l'écrit, à l'oral, en français, etc., et qui sont dans une vraie fracture numérique. Peut-être, ça peut être pour nous des éléments d'apprentissage, d'aide à l'apprentissage et donc de réduction de la fracture numérique. Donc voilà pour la préparation technique, hein. L'idée, c'est de bien aider la personne à réussir sa séance et donc de l'aider à se préparer techniquement. La préparation pédagogique, en fait, ça va être à peu près similaire. On va le faire bien avant, on va proposer le cadre de la séance, donc bien expliquer, j'en ai parlé tout à l'heure, expliquer peut-être les avantages et les contraintes du travail à distance, c'est-à-dire ce qui risque d'arriver pour que la personne soit prête en se disant oui, je suis préparé aux difficultés qui risquent d'arriver. Ça ne veut pas dire que derrière, elles ne vont pas arriver, ou elles vont arriver d'ailleurs, hein, mais au moins quand elles arrivent, on n'est pas en panique. Et puis, co-construire, proposer une liste pour bien se préparer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien se préparer? Alors, sur la séance à distance de diagnostic, c'est le guide de préparation du premier entretien qu'on va envoyer. On va bien sûr envoyer aussi la fiche de synthèse. On verra tout à l'heure parce qu'il faut bien qu'il ait les outils, la personne ait les outils sur place pour travailler. Éventuellement, une to-do list, d'avoir fait la to-do list en disant voilà tout ce à quoi il faut que je pense pour réussir ma séance. On aura pu la faire préparatoirement, habituer les gens à le faire préparatoirement dans l'animation collective dont j'ai parlé tout à l'heure,
mais la refaire systématiquement pour dire est-ce que vous n'avez rien oublié ou comment vous envisagez de vous préparer. Et bien sûr, on inclut les conditions techniques pour réussir sa séance. Donc, un mail d'invitation qui reprend le cadre, d'accord, et bien sûr, joindre les outils qui seront nécessaires à la séance pour que la personne puisse alors, les imprimer si elle a une imprimante, si elle n'a pas d'imprimante, lui envoyer, à s'adapter en fonction des personnes et à aider. Et c'est pour ça que la préparation technique est aussi vachement intéressante et importante. Je n'ai pas les moyens d'imprimer les outils, ok, donc je vous les envoie par la poste ou voilà, à la séance présentielle, vous les récupérez, vous en récupérez un petit paquet, comme ça vous les avez. J'en sais rien, à voir à l'usage comment on peut faire. Ça, c'était tout l'introduction, enfin la préparation. Alors, pendant la séance, moi, je vous propose, on va travailler sur 3 temps. L'introduction, le déroulement et la conclusion. Moi, c'est un peu… je n'ai pas été prof de français, mais bon, c'est un peu la façon dont on travaille les entretiens. Donc, au niveau de l'introduction de la séance, c'est-à-dire que là, on est on s'est connecté et on démarre. Déjà, première chose à faire, de mon point de vue, c'est évaluer les conditions de la séance et le niveau de préparation. Où en est la personne? Comment elle s'est préparée? Si elle a rencontré des difficultés, si elle a des questionnements, etc. Ça nous permettra d'évaluer quand même comment elle envisage la séance, si elle est stressée ou pas stressée. Du coup, ça me permet de dénaturaliser, c'est-à-dire d'enlever la pression et aussi d'ajuster probablement notre objectif. Poser le cadre de la séance, ça on l'a vu, hein, d'accord, et demander l'accord pour démarrer, la petite décision libre, si elle est d'accord. Voilà, j'y suis arrivé. Bon, les conditions nécessaires, c'est la personne a la fiche de synthèse vierge, papier avec elle, l'accompagnant également, donc chacun a sa fiche de synthèse. Hein. Moi, personnellement, le guide de premier entretien, c'est pour la personne, donc elle n'a pas à me le remettre, elle n'a même pas à le remplir. C'est pour ça que je vais vérifier le niveau de préparation. Si elle ne l'a pas regardé, je sais qu'il va falloir qu'on y travaille, donc je modifie mon objectif. Si elle l'a regardé, qu'elle a envisagé, on peut estimer qu'elle a les informations, de toute façon, elles vont venir au fur et à mesure. Et si elle l'a rempli, je sais qu'elle s'est bien préparée, et donc on peut attaquer la séance tranquillement. Mais dans tous les cas, même ce sera en présentiel, moi je ne lui demande pas de le ramener, il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment un objet pour elle. Pour éviter, vous voyez, le phénomène maître d'école. Hein, tu as des devoirs à faire, tu me les rends, on n'est pas dans cette relation-là. Là, on est à distance, donc d'autant plus, c'est encore plus facile en termes d'autonomie, c'est-à-dire que la personne, en fait, elle s'est préparée, elle a rempli son document ou pas, de toute façon, elle ne va pas me le donner. Donc, j'en ai pas besoin, c'est pour elle. C'est elle qui a récupéré ces informations et on va utiliser ces informations. Elle va pouvoir utiliser ces informations pour remplir la fiche. Par contre, la fiche de synthèse, il faut qu'elle l'ait avec elle. Alors, on a une variante électronique qui est possible. C'est on affiche la fiche, oui, c'est ça, à l'écran sous Word. Et soit elle est suffisamment autonome en termes de bureautique, et bien c'est elle qui remplit au fur et à mesure la fiche avec l'ordinateur, soit c'est l'accompagnant qui le fait. Et on valide tous les éléments. Ça peut être, pour la question de tout à l'heure, sur des personnes qui ne maîtrisent pas bien le français ou pas bien l'écriture. Écoutez, ça c'est dans le cadre de la séance. Ce que je vous propose, on va l'afficher. Et puis, à chaque fois que vous prenez la décision, moi je l'écris, puis vous me validez l'écrit. Je vous dicte ce que j'ai écrit, puis vous me dites si ça correspond à ce que vous vouliez dire ou pas. Et vous voyez qu'on peut très bien travailler comme ça. Donc, il y a toutes les variantes possibles à essayer. Personnellement, je pense que le format électronique, c'est quand même pédagogiquement le plus cohérent. L'idéal de l'idéal, c'est la personne qui le remplit parce que du coup, on voit la même chose. Maintenant, si ce n'est pas possible, chacun a sa fiche vierge et remplie. Éventuellement, on montre à l'écran ou on fait confiance. Peu importe. Donc, la durée estimée de ce travail d'introduction, ce travail de cadrage, c'est au moins 10 minutes. Mais c'est des repères que je vous donne. Au moins 10 minutes. Prenons le temps de bien se mettre en place. Voilà, c'est ça la règle. Et si en démarrage d'accompagnement,
au lieu de 10 minutes, il faut prendre un quart d'heure, on prend un quart d'heure. Parce que le problème, c'est que si on ne s'est pas bien cadré, derrière, ça va partir à droite ou à gauche, on ne va pas se comprendre, il va falloir qu'on se recadre. Donc, de toute façon, ce n'est pas du temps perdu, c'est un vrai investissement. Après, avec l'habitude, on peut estimer que cette durée va diminuer sans être jamais mise de côté. C'est-à-dire que ça, c'est très important à chaque fois. Alors, le déroulement, on l'a vu tout à l'heure, c'est exactement le même type de déroulement. Je cadre, la personne décide, on écrit, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, et on réajuste et on fait avancer de manière systémique le résultat, point par point, hein, à l'écran où chacun remplit de son côté. L'idée là, je crois, mais ce serait en présentiel, ce serait exactement la même chose. Enfin, en tout cas, une erreur technique, ce serait de vouloir finir le diagnostic pendant la séance. L'enjeu, c'est pas de finir. L'enjeu, c'est pas d'avoir une super fiche de synthèse à la fin. L'enjeu, c'est que la personne comprenne comment ça marche, devienne autonome par rapport au fonctionnement et qu'elle soit en capacité de continuer ce travail, voire de le reproduire sur une autre hypothèse en autonomie pendant l'intercession. Sans éventuellement qu'on lui demande, mais on va voir sur le cadrage. Donc, si elle n'a pas fini, et si elle a quand même le transfert de méthode s'est fait, on peut dire que le résultat est atteint. Après, vous aurez toute l'occasion éventuellement de rajouter une autre séance pour poursuivre, pour réajuster, pour continuer. Si jamais ça a bien galéré et que la personne n'a pas identifié le transfert, on pourra peut-être passer en présentiel pour essayer de se dire que ça peut fonctionner mieux en présentiel. Néanmoins, si ça fonctionne, ce sont des bons repères de travail que se dire la personne est en capacité maintenant, elle a compris comment ça marche, elle est en capacité de continuer toute seule. Ça favorise quand même assez largement l'autonomie et de toute façon, on sera en présentiel, on ferait exactement de la même manière, exactement la même chose. Donc, encore une fois, je reviens sur la durée. Donc là, cette activité, c'est 20 minutes de mon point de vue, pas plus. C'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, on arrête. Ça fait 20 et 10, ça fait 30 minutes. Au bout de 30 minutes, on arrête la séance. Et on constate où on en est. Mais on arrête la séance parce que au-delà, alors surtout si vous devez enchaîner plusieurs séances à distance, imaginons le monde d'après. Vous êtes chez vous le lundi parce que vous voulez éviter les bouchons du lundi matin et vous avez décidé de faire des séances à distance et des entretiens à distance. Néanmoins, vous allez en enchaîner au moins 4 dans la matinée, peut-être 3 dans l'après-midi ou inversement. Mettons 7, c'est une hypothèse. Si vous en faites 7, ça veut dire que vous êtes obligé, et je ne sais pas si vous en avez déjà fait, mais il y a une fatigabilité qui se met en place qui est assez importante. Et donc, de toute façon, en présentiel, c'est ce qu'on recommandait, mais là, on le recommande encore plus à distance, c'est-à-dire d'avoir un quart d'heure où je peux gérer mes coups de fil, aller boire un coup, me reposer, recharger un peu les accus pour pouvoir recommencer derrière, refaire un autre accompagnement. Donc, la gestion du temps à distance, pour l'accompagnant, elle est hyper importante. La gestion du temps et de l'énergie pour l'accompagner, c'est pareil. Il vaut mieux qu'il ait un bon sentiment, une bonne évaluation, en se disant ça m'a apporté quelque chose, plutôt que l'épuisement prenne le dessus. Donc là aussi, la gestion du temps est très importante. On dirait la même chose en présentiel, mais en distanciel, c'est encore plus prégnant. Donc 10 minutes, 20 minutes, à 20 minutes, on arrête, et à 20 minutes, on conclut. Donc une conclusion en 3 temps. D'abord, on évalue la séance, l'effet de la séance. Donc, est-ce que le résultat a été atteint ou c'est qu'on en est de l'atteinte du résultat? Par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé, où est-ce qu'on en est? Et il est très bon de ne pas être au résultat, c'est-à-dire si on s'est dit à la fin de la séance, on essaie de remplir toute la fiche, et bien si on n'a pas rempli toute la fiche, ce n'est pas plus mal, parce que ça va favoriser la poursuite. D'accord? Attention à l'erreur stratégique, l'erreur pédagogique qui consisterait à vouloir finir la fiche, finir le diagnostic. Ça veut dire que derrière, on va prendre la main pour aller plus vite. D'accord? Donc, en fait, on n'est plus sur le rythme de la personne, mais sur le nôtre.
Donc, on n'a pas atteint le résultat, mais qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Et donc, du coup, est-ce que les modalités de fonctionnement à distance ont été intéressantes? Est-ce qu'il faut les réajuster? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Qu'est-ce qui vous a convenu et pas convenu? Et puis, bien sûr, ça nous permet d'évaluer la capacité d'autonomie. Est-ce que la personne, je disais tout à l'heure, elle a compris la méthode à peu près, hein, même si c'est complètement de manière imparfaite, hein, c'est pas grave. Hein, et est-ce qu'elle est capable est-ce qu'elle se sent de continuer par elle-même? Voilà. Le mieux, c'est de lui poser la question. On va voir au niveau de la réponse. Est-ce que ça va, cette première partie, c'est bon? Donc, le temps 2, j'ai besoin un peu. Merci pour les retours au niveau des textes, c'est sympa. Donc, après, temps 2, on prépare l'intercession. Donc, l'idée, c'est de construire, d'aider la personne à construire son cadre de travail pendant l'intercession. Donc, quel est l'objectif pour la prochaine séance? Qu'est-ce que la personne se propose comme objectif pour la prochaine fois? Je n'ai pas dit l'objectif de la prochaine séance, mais l'objectif pour la prochaine séance, entre-temps. Comment elle va s'organiser? Comment elle envisage l'organisation? Quel délai elle se donne? Et donc, du coup, on va pouvoir poser notre prochaine séance en fonction du délai qu'elle se donne. Alors, bien sûr, toujours en fonctionnant selon mon cercle ici présent, je pose les questions, on pose le cadre, la personne décide, d'accord, et ensuite on réajuste, d'accord, et elle écrit ce qu'elle avait envisagé. Et puis les modalités de fonctionnement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle attend de nous, comment on peut l'aider au mieux, éventuellement de dire si vous avez la moindre difficulté, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou m'a passé un coup de fil, j'en sais rien, ou m'interpeller pour que je vous réajuste. Voilà. En fait, on cadre l'intercession également. Il ne faut pas que la personne reparte sans être sécurisée sur son cadre d'intervention, sur son cadre d'intercession. Et puis, bien sûr, le dernier temps, en fait, la rédaction du compte-rendu. Alors, le compte-rendu, je ne sais pas comment vous les faites. Nous, on a toujours plaidé pour que le compte-rendu soit fait simplement. Est-ce que l'objectif, c'était quoi l'objectif? Est-ce qu'il était atteint? C'est un peu le temps 1. Hein. Comment ça a fonctionné? Qu'est-ce qui est prévu pour la prochaine fois? Des trucs très, très synthétiques. Donc, la co-rédaction, là, est possible. Alors, pareil, hein, l'écran. Si j'ai un système d'information, je montre le système d'information et on rédige ensemble. Alors, qu'est-ce que je mets? Est-ce que le résultat a été atteint? Et on coparticipe à cette rédaction. Bien sûr, on peut joindre la fiche en l'état si on l'a faite nous-mêmes. La personne peut la garder, nous en joindre un exemplaire, etc. Si vous faites à deux, moi je pense que la fiche, c'est bien de l'envoyer à la personne, la fiche que nous on a rédigée, de toute façon. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on prend. Parce que là, excusez-moi, je finis sur la fiche. La fiche, c'est le livrable. C'est ce qui matérialise le résultat. Donc, c'est important que la personne, elle ait ce livrable-là. Alors, soit elle l'a construit elle-même, elle l'a. Et éventuellement, on peut lui demander de nous l'envoyer si elle peut faire une photo et puis nous l'envoyer par le téléphone. Hein. Ou d'ailleurs, moi j'ai la mienne et puis je peux lui envoyer aussi avec le compte rendu. Et dans ces cas-là, on prend congé. Donc la durée, estimée, 15 minutes, parce que vous voyez que là encore, il faut prendre énormément de temps pour les éléments de cadrage, puisqu'on prépare l'activation de la personne, la capacité d'agir de la personne entre les sessions à l'issue de la séance. La séance d'après pourrait être une séance en présentiel, dans le monde d'après, sans problème. Hein. On peut très bien estimer qu'on a des séances qu'on va faire en distanciel et des séances qu'on va faire en présentiel. Certaines séances vont être faciles à faire à distance, plus faciles que d'autres. L'idée, c'était de vous montrer que le diagnostic, qui est quand même une séance qui n'est pas facile à faire, elle peut très très bien, de mon point de vue, se faire à distance sans aucune difficulté, bien évidemment, si on met les conditions de réussite. Alors, pour finir, ce que l'on vous propose, c'est un petit tableau. Alors, il n'est pas du tout finalisé, c'est un essai hein, que j'ai fait là, sur les contraintes et les avantages du travail à distance. Les contraintes, ça peut être l'accès à la techno, hein, bien évidemment. On a vu que c'est pas si facile que ça. C'est de l'apprentissage et c'est un peu l'opportunité d'ailleurs que ce qui est marqué en vert et qui est apparu tout de suite. La contrainte, c'est quand même le temps de préparation. Mais avantage, la préparation, c'est un outil d'engagement.
Donc, il ne faut pas y passer trop de temps, mais en même temps, il faut y passer du temps. Si vous préparez bien, nous, on a tendance à dire 70% de la réussite du travail, c'est la préparation. Donc, si on a bien préparé, si la personne s'est bien préparée, normalement, ça va être très, très favorisant pour la réussite et le travail derrière. Et on va gagner du temps en aval. Ça, je vous le garantis. Et la vraie contrainte, c'est l'isolement. Donc, l'isolement fait que, on l'a dit tout à l'heure, soit on a quelqu'un qui est bien structuré familialement, qui a un vrai réseau social bien étayé, et on peut peut-être passer à des modalités à distance, je dirais quasi à 100%. Soit on a quelqu'un qui est plutôt en difficulté d'insertion, en tout cas pour lequel l'effet de l'absence de travail ou les difficultés sociales ont tendance à l'isoler. Et dans ces cas-là, je pense que la modalité à distance ne sera pas la seule modalité. On peut très bien envisager de la mixer avec du collectif, très intéressant, et de l'individuel. L'illusion, ce serait de penser que le lien social ne se fait qu'avec l'accompagnateur. Ce n'est pas du lien social. Alors, donc, avec le collectif pour ça est un très, très bon outil. Et puis, bon, alors, en avantage, moi, je l'ai mis en avantage, c'est-à-dire que vous voyez que la préparation, on en a parlé, mais il y a deux éléments qui sont, à mon avis, très avantageux sur cette distance. C'est l'autonomie. C'est-à-dire que là, on ne peut pas faire sans l'autonomie. Donc, ça suscite l'autonomie de la personne. Si je suis en présentiel, je peux avoir tendance à faire pour la personne, je peux tendance peut-être à axer beaucoup plus sur le relationnel et donc à créer peut-être un lien de dépendance. Là, au moins, au niveau de la posture, le distanciel, il m'impose un travail, il m'impose une façon de faire qui va me permettre à la fois de maintenir ma posture, mais en même temps, et donc du coup, par conséquence, de favoriser l'autonomie. Donc, ce qu'on va faire à distance, on peut le faire en présentiel, c'est-à-dire on peut complètement reproduire. La seule chose, c'est que la distance, ça nous met en situation, entre guillemets, de handicap. Et donc, il faut être encore plus exigeant avec la situation à distance. Mais vous voyez qu'on peut très bien reproduire en présentiel ce que l'on va faire en distance. Préparation, cadrage, activation, prise de décision libre, autonomie. Voilà. Donc, en gros, pour conclure, avant qu'on puisse passer au partage d'expérience, cette question de la distance, quand on aura les moyens de bien préparer, bien sûr, quand on sera dans le monde d'après, c'est éventuellement aussi une opportunité d'apprentissage de l'usage des nouvelles technologies qui sera forcément bien utile, parce que peut-être que dans le monde d'après, d'autres domaines d'activité vont travailler comme ça également, et qui sont certainement bien utiles à la personne quand elle retrouvera du travail. Donc, du coup, en fait, on apprend tous en même temps à fonctionner comme ça, et c'est peut-être pas plus mal.